le Festival d'Agen de la Terre aux Étoiles, c'est avant tout un festival de culture scientifique qui est né à Gallegos de par la présence de deux scientifiques que tout le monde connaît bien, de renommée internationale, Sylvie Vauclair, astrophysicienne, Hervé Le Treut, climatologue, et aussi d'une conviction de beaucoup d'entre nous qu'il était nécessaire de faire valoir la culture scientifique pour mieux comprendre tous les enjeux actuels, et que c'était l'occasion de créer quelque chose dans un site que nous aimons particulièrement. Donc le festival a donc pour thème de manière naturelle l'astrophysique et l'environnement, et dès la deuxième session on y a rajouté un thème d'initiative locale afin de donner la parole aux acteurs locaux, de lier des partenariats par exemple avec le parc national, et on a pu ainsi avoir des éclairages sur toutes les initiatives qui peuvent se faire localement. On veut avoir autant les habitants des villages, les habitants de la vallée, que les touristes de passage ou les gens qui font le déplacement spécialement. Il y en a qui viennent depuis, qui sont fidélisés et qui viennent régulièrement au festival. Donc ce qui nous importe, c'est cette variété de public. C'est aussi de faire une science accessible à tous avec un niveau de vulgarisation compréhensible par tous, et aussi de permettre les échanges avec les intervenants et les scientifiques qui sont ici. C'est pour ça que nous tenons à la gratuité de ce festival, et puis aussi que nous avons voulu l'entourer de moments un peu plus ludiques, comme le marché de producteurs qu'il y a les autres années, et puis les animations qui sont arrivées aussi dans le programme ensuite. Le Val d'Agen est un lieu assez magique et exceptionnel, tant au niveau du site qu'au niveau de la variété des initiatives culturelles qu'il y a, et ce festival se place complètement dans ce paysage culturel du Val d'Agen, où il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Au niveau de ce festival, alors bien sûr, il a fallu créer une association pour faire vivre ce festival. On est à peu près une trentaine d'adhérents actuellement, mais il n'aurait pas pu vivre et exister sans le soutien indéfectible et l'aide matérielle des deux mairies, de Gallegos et d'Arcisans-Dessus. Je laisserai la parole tout à l'heure à leurs représentants, et c'est vraiment grâce à eux qu'on peut continuer à exister, et on les remercie vraiment chaleureusement. On remercie tout l'environnement de la vallée qui s'est quand même beaucoup mobilisé pour aider ce festival. Je voudrais commencer par des partenaires un petit peu particuliers, comme le Cairn, qui tous les ans présente une sélection de livres en lien avec les conférences. Donc ça, c'est très très intéressant. Nous avons aussi des producteurs locaux du marché qui nous soutiennent, qui sont souvent par ailleurs très intéressés par les conférences. Ensuite, pour maintenir la gratuité de l'accès à ce festival, il faut de l'argent, donc des subventions. Et là, je tiens à remercier d'abord particulièrement les communes de Gallegos et d'Arcisans-Dessus qui nous suivent depuis le début, qui ont contribué à étoffer l'installation de cette salle des fêtes. L'écran est arrivé par exemple depuis que le festival existe. La communauté de communes du Pays de la Vallée des Gaves, le parc national qui en plus nous a l'an dernier fourni des conférenciers, nous a fourni des expositions, donc c'est vraiment un partenaire très important. Parmi les partenaires qui nous donnent des subventions, il y a aussi le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la région Occitanie et l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Donc je remercie vraiment beaucoup tous ces partenaires pour cet accompagnement financier qui nous permet de défrayer les conférenciers qui viennent de loin. Et donc bien sûr je remercie aussi le public qui nous a accompagnés pour la qualité de son écoute, pour la qualité des questions qu'il pose, et puis pour les dialogues qu'il y a avec les scientifiques pendant les pauses, après les périodes de questions que souvent on est obligé d'interrompre. En tant que maire d'Arcisans-Dessus et représentant avec Jean-Michel la commune de Gallegos également, nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir cette journée scientifique cette fois-ci, parce que pour nous c'est une journée extrêmement importante
qui nous arrive avec toute une science à laquelle nous n'étions pas habitués, pas si près au moins. Et ça, c'est vraiment une démarche extraordinaire. Le programme de cette année a été écourté à cause du coronavirus. Mais malgré le coronavirus, les organisateurs ont réussi à organiser au moins une journée. Et disons qu'une année de travail ne se traduira pas par cette journée, mais ce sera de l'avance pour les années suivantes sans doute. Un seul jour pour aller de la Terre aux étoiles et ensuite en revenir et se replanter, c'est un peu court, mais on fera avec cette année. Désormais, Festival d'Azun prendra une autre dimension puisque la totalité des conférences sera filmée par M. Pacholder, que je remercie très vivement ici, et que tout ceci pourra être mis à disposition d'un certain nombre de personnes, du public, pour qu'eux aussi profitent de ce savoir, de tous ces événements importants qui sont ici. Alors, bien sûr, je remercie chacun des intervenants, Monsieur Le Treut, Hervé, climatologue, membre du GIEC, Madame Vauclair, astrophysicienne, qui n'a aucun secret dans les énergies qui font danser les étoiles au-dessus de nos têtes. Et Monsieur Rondet, ah oui, ça y est, je le vois là-bas, Monsieur Rondet, qui, lui, va nous faire atterrir de nouveau et aller dans la profondeur des forêts, du sol, et nous faire découvrir une richesse immense dont on parle très très peu. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, riche de tous ces apports qui vont être faits. Bien, mais bonjour à tous. Je vais être un peu plus court que Jean-Baptiste, maire d'Arcisin-Dessus. Bien, c'est vrai que nous vivons une année particulière, et je souhaite exceptionnelle. Évidemment, dans notre vallée, durant toute la période estivale, on a toute une succession d'animations diverses et variées. Et cette année, effectivement, il n'y a rien. Et c'est vraiment pour nous, enfin, pour nos estivants, les visiteurs, tout ça, un très grand vide quand même. Et donc je remercie encore Cathy, Pierre, toute leur équipe d'avoir voulu marquer le coup par cette journée, enfin cet après-midi. J'ai senti dans la voix de Catherine une certaine déception, mais je veux dire, moi je pense que c'est pas du tout grave, parce que l'année prochaine vous saurez d'autant plus rebondir, et rebondir d'autant mieux que on garde toujours cette force. Bien sûr, comme l'a dit Jean-Baptiste, les mairies de Garriégos et d'Arcisans qui sont quand même fiers, vous l'avez dit, d'accueillir quand même ce festival, seront toujours quand même derrière vous. Et comme je le fais chaque année, je remercie, on va dire, nos têtes d'affiche locales, Madame Vauclair, Monsieur Le Treut, qui, dans leur sillage, amènent chaque année des personnes de plus en plus éminentes dans notre vallée, et d'autant plus dans notre petit village de Gaillacois, ce qui est pour nous une très grande fierté. Donc voilà, je serai, je n'en dirai pas plus, et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Voilà. Merci beaucoup pour la possibilité de venir à nouveau ici s'exprimer sur ces problèmes-là. Alors, je vais faire ce que je fais depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire reprendre souvent des choses que j'ai déjà dites dans les années précédentes, puisque ça fait déjà quelques années maintenant qu'on a ce festival ici à Gaillagosse et à Arcisin-Dessus. Mais par contre, le dire de manière différente, parce qu'on est face à un problème qui est assez évolutif, assez rapidement évolutif. J'avais, de manière un peu rapide peut-être, mais enfin, décidé, quand on m'a demandé un titre, de parler de la crise sanitaire et de la crise climatique et du lien éventuel qu'il y a entre les deux. Et je ne le cacherai pas, c'était d'abord une manière, dans un cadre qui malheureusement est
toujours un peu présent, de montrer que la crise sanitaire, elle existe, elle est là, elle est présente. La crise climatique aussi, elles sont assez différentes. Et il faut faire attention à bien conserver ce qui fait cette différence-là. Donc il y a des liens entre ces problématiques sanitaires et climatiques, mais ce sur quoi je voudrais beaucoup insister, c'est le fait qu'on est sur des temporalités qui sont très différentes. Elles ont des temporalités très différentes qui sont des temporalités que l'on doit respecter. On doit respecter ces temporalités dans toute la manière dont on considère ces problèmes-là. Alors pourquoi est-ce que je dis tout cela? Je dis tout cela parce que je pense qu'il y a aujourd'hui une espèce d'emballement sur tous ces sujets-là. On a vu dans la télévision justement des réflexions, des remarques un petit peu tout azimut. Et il y a derrière ça un risque d'usage un peu inadapté des ressources financières qu'on est prêt à mettre en avant par rapport à ces enjeux-là. Donc c'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Donc ce que je vais faire, c'est parler maintenant des temporalités qui sont celles du problème climatique, et puis de les opposer un petit peu à ce qu'on a l'habitude de comprendre quand on regarde le problème climatique de manière un petit peu rapide. Alors pour ça, j'ai repris un transparent, une diapositive, qui est une diapositive que j'ai montrée une ou deux fois ici déjà, et que j'ai montré pour dire, regardez, c'est un problème compliqué. Alors je voudrais rentrer un tout petit peu dans la complexité de ce problème-là, et je vais le faire avec le bâton que Pierre vient de m'amener. En fait, j'étais perdu sans ce bâton-là. Donc je ne sais pas si je peux m'installer ici, si ça convient. Mais... Donc vous avez ici un diagramme qui représente la manière dont les gaz que l'on injecte dans l'atmosphère agissent sur le climat. Et on cite toujours le CO2, qui est là. Le CO2 a une double caractéristique, c'est un gaz qui a très peu de chimie, très peu de... donc en fait, il rentre dans l'atmosphère où il en sort uniquement par quelque chose qu'on appelle la photosynthèse, pratiquement, et puis par les échanges avec les océans, avec la surface continentale. Donc ce sont des gaz qui ont une durée de vie finalement qui est très limitée par ces échanges avec l'océan, et au total, le CO2 reste dans l'atmosphère. On donne une durée de vie qui est de l'ordre d'un siècle, de demi-vie plus exactement, de l'ordre d'un siècle, des gaz qui sont présents pour des durées extrêmement longues. Alors vous avez d'autres gaz, le CH4, le méthane, beaucoup moins long, mais quand même assez, l'ordre d'une décennie. Les gaz qui ont été introduits par les activités humaines, ceux-ci, qui sont donc ce qu'on appelle les CHC, qui sont des gaz qui ont une durée de vie qui peut être très longue, elle aussi, une chimie comme celle-ci qui est un petit peu plus active, mais qui est particulière, et des gaz qui ont une durée de vie très longue, puis N2O, protoxyde d'azote, qui dure aussi très longtemps dans l'atmosphère. Tous ces gaz qui restent longtemps dans l'atmosphère sont des gaz qui sont à l'origine de la problématique climatique telle qu'on se la pose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on peut faire ce que l'on veut. Tout ce qui a été émis dans l'atmosphère au jour d'aujourd'hui, alors notre père va avoir 90 ans dans quelques jours, même lui, les gaz à effet de serre qui sont rentrés dans l'atmosphère le jour de sa naissance, plus de la moitié dans l'atmosphère. Et donc on est dans une situation où on n'a pas de point de recul facilement. On est dans une situation qui est marquée par tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui a déjà été mis, et depuis maintenant une bonne série de décennies, au moins 4 ou 5 décennies, on a créé un système qui a beaucoup avancé, un système qui est très engagé et que l'on ne peut pas faire reculer facilement. Donc cet enjeu, il est très important. Les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, ça veut dire aussi que ce sont des gaz qui vont se mélanger, et je reviendrai sur l'implication que cela a. Ils se mélangent, c'est-à-dire que d'où qu'ils soient émis, ils sont dans l'atmosphère, mélangés un petit peu partout. Donc c'est un problème mondial de ce point de vue-là. Et la mondialisation dont on parle quand on parle des gaz à effet de serre est une mondialisation qui est assez différente de la mondialisation qu'on a vue avec le coronavirus, où c'est effectivement l'atmosphère qui mélange aussi les choses, mais de manière finalement beaucoup plus rapide, avec aussi un retour en arrière, on l'espère, qui peut être un peu plus rapide que celui qui est associé aux gaz à effet de serre. Alors dans la ligne suivante, dans le tableau suivant, vous avez des gaz qui sont très différents, qui sont des gaz qui ont une chimie très active,
très rapides, qui sont des gaz à effet de serre, mais qui sont des gaz à effet de serre qui transitent par l'atmosphère de manière rapide. Alors vous avez des oxydes d'azote, vous avez aussi des gaz qui se convertissent très vite en particules, comme les nitrates. Et donc tous ces gaz sont des gaz qui appartiennent à ce qu'on appelle la qualité de l'air. C'est-à-dire quand on veut décrire le rôle de ces gaz dans un système qui est le système qui nous affecte, dans lequel on vit, et quand on veut décrire un certain type de danger, tous ces gaz-là relèvent de cette catégorie des gaz de la qualité de l'air, c'est-à-dire que ce sont des gaz qui sont toxiques. Les gaz qui sont ceux de la première catégorie, les gaz à longue durée de vie, sont des gaz incolores, inodores, transparents, on ne sait pas, ils progressent doucement, secrètement, je dirais. Ces gaz-là sont des gaz très visibles. On a tout de suite sur nos villes une certaine visibilité qui est associée à la pollution. Et quand il y a eu le coronavirus qui s'est installé avec tout le confinement qui en est résulté, on a vu effectivement les villes un petit peu plus propres. Mais c'est des choses qui sont très rapides à mettre en place, et puis qui peuvent aussi être très rapides à recommencer une fois que les choses sont finies et qu'on a changé d'un petit peu on est revenu à un mode ancien de consommation. Donc il faut faire très attention au fait que ce qui nous intéresse fortement quand on parle de climat, c'est cette première catégorie, c'est celle qui est irréversible, celle qui va nous conduire au fil des années, au fil des siècles, vers des situations qui ne sont pas les situations actuelles. Et tout ce qui est là sont des choses qui sont graves. Hein. Il y a on peut montrer qu'il y a des cas de cancer plus forts parmi les gens qui sont qui habitent près du périphérique à Paris, par exemple. Il y a des enjeux qui sont extrêmement marqués du côté de la qualité de l'air, mais on est dans un jeu différent. Alors ces deux jeux un petit peu différents sont des jeux qu'on a souvent mélangés dans le passé parce que finalement une grosse partie de ce qui les produit en zone urbaine, ce sont les voitures, et produisent les deux. Donc on a tendance à dire, une voiture, ses caractéristiques, c'est toujours les mêmes, ça fait de la pollution. Et on ne distingue pas facilement cette pollution-là de cette pollution-là. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est qu'effectivement, quand on commence à faire une analogie avec le coronavirus, l'analogie tient un peu vis-à-vis de ces gaz-là. Parce que vis-à-vis de ces gaz-là, on est face à des systèmes qui sont des systèmes rapides, dans les deux cas, pas tout à fait, mais de rapidité qu'on peut comparer en tout cas. Et donc, il y a un lien, en fait, dans les mesures qu'on peut prendre, dans l'attitude qu'on peut avoir entre les problèmes de qualité de l'air et puis les problèmes liés au coronavirus. Et donc, les problématiques liées au gaz à effet de serre sont des problématiques, elles, qui sont des problématiques qu'on ne peut pas confondre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudra voir de manière précise. On a eu des fonds financiers très importants qui ont été mis en place autour du coronavirus et qui font suite à des espoirs que l'on avait sur un Green Deal qui permettrait de traiter les problèmes environnementaux. Alors, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une dérive. On a des problématiques qui sont très différentes et des problématiques qui ne disparaîtront pas et qui n'ont pas disparu et qui ne sont pas changées autour des problèmes environnementaux qui sont des problématiques de la très longue échelle. Et ici, les émissions de gaz à effet de serre depuis les années 60 jusqu'à il y a 2 ans à peu près. J'avais déjà montré ce slide la dernière fois, ça continue d'augmenter. Il y a eu une petite baisse au moment du confinement dans beaucoup de pays, puis ça repart à la hausse maintenant. Donc on est sur des chiffres qui sont assez impressionnants quand on veut bien les regarder. Quand on dit que c'est 10 milliards de gigatonnes, de tonnes de CO2 qui sont émis en 1960, et que c'est aujourd'hui près de 4 fois plus qui sont émis dans l'atmosphère, c'est pas un cumul. Ça veut dire que dans les années 2020, dans les années d'aujourd'hui, on émet 4 fois plus de CO2 par an
par an, c'est des valeurs annuelles, qu'il y a que dans les années 60, au début des années 60. C'est comme un verre d'eau qu'on est en train de remplir. On le remplit aujourd'hui 4 fois plus vite. Et c'est une décroissance qui ne se fait pas. Alors, on y reviendra, mais par rapport à cela, ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est d'imaginer que l'on stoppe complètement cela, c'est-à-dire que les émissions de carbone soient entièrement compensées par des puits, et ces puits-là, quand il s'agit du CO2 en tout cas, il n'en existe pas beaucoup, donc ça veut dire qu'on amène à zéro, dans un délai assez court, sur lequel je vais revenir, les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est face à quelque chose qui, aujourd'hui, ne se produit pas, et ne se produit pas depuis des années, malgré même l'accord de Paris, on a une augmentation de ces émissions de gaz à effet de serre, qui est une augmentation presque irrémédiable. Alors, est-ce que on peut voir un résultat en termes de réchauffement de la planète? Oui, le réchauffement, il est probant, et il y a beaucoup d'autres indices. Là aussi, c'est un diagramme que j'ai déjà montré sous cette forme, et puis qui continue d'augmenter, mais depuis les années 40, 60, là où on a vraiment commencé à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, malgré des aérosols qui appartiennent à la catégorie des gaz ou des particules, surtout les aérosols sont des particules qui ont tendance à refroidir plutôt la planète, les particules réfléchissent le rayonnement solaire, ben, on a eu effectivement toute cette chimie rapide qui a pour un temps contrebalancé la chimie des gaz à effet de serre, ou l'absence de vraie chimie des gaz à effet de serre, et donc le cumul des gaz à effet de serre là, est devenu de plus en plus grand au fil des années. Donc on a 1 degré de température en plus, ce qui peut paraître assez peu, mais en fait il faut prendre comme équivalent, peut-être l'équivalent plus simple, c'est la température du corps humain. Quand on passe de 37 degrés à 38 degrés, ben on est déjà quand même face à des situations qui sont alarmantes. Et si on sait que ça va continuer, on sait que ça va continuer au jour d'aujourd'hui parce que les gaz à effet de serre que l'on continue d'émettre continuent de faire progresser cette courbe-là, mais on est face à une situation qui est importante et qui est diagnostiquée aujourd'hui de manière extrêmement fiable. Vous avez ici les températures donc observées à l'échelle globale, et qui augmente ici. Et puis le niveau où on voulait les stabiliser un petit peu avant l'accord de Paris. Donc ça, ce sont des scénarios qui ont été faits dans notre laboratoire pour regarder dans quelles conditions on pourrait rester en termes de température au-delà en deçà plus exactement des 2 degrés. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on doit faire au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, on doit les ramener à zéro. À zéro parce que c'était... je l'ai dit, on a très peu de vrais puits de carbone. Donc là, il s'agit du CO2. Il y a d'autres gaz qui sont éventuellement, qui peuvent laisser une petite marge d'action un peu différente. Mais pour le CO2, en fait, il faut ramener les choses essentiellement à zéro, tant qu'on n'est pas capable de le séquestrer dans les sols, ce qui est le cas le plus courant, enfin, ce qui est le cas aujourd'hui, en termes de ce que l'on maîtrise comme nouvelle technologie. Donc, on doit ramener les choses à zéro. Alors, dans l'intervalle, il y a eu un mouvement qui est né d'un rapport, qui est un rapport du GIEC très, très important. Et ce rapport a eu pour but de proposer des scénarios pour rester non pas sous les 2 degrés, mais sous les 1,5 degrés de réchauffement. J'en ai pas trop parlé la dernière fois, mais depuis cette qu'on appelle neutralité carbone, alors c'est un mot qui est difficile quelquefois à comprendre, qui laisse peut-être penser qu'il y a des choses possibles plus facilement que ce n'est le cas dans le monde réel. Et cette neutralité carbone, elle veut dire que finalement on aura à cesser d'émettre du CO2, pour toute la partie qui est liée au CO2. Ce qu'a fait le GIEC, c'est de répondre à une demande qui vient de l'accord 4 des Nations Unies sur le changement climatique. On demande quelles sont les possibilités. Alors les possibilités, c'est de diminuer drastiquement les émissions, et si on ne fait rien d'autre, diminuer drastiquement les émissions, ça veut dire se retrouver proche de cet équilibre zéro en 2050. Et ça veut dire donc d'ici 2050,
avoir obtenu un État. Donc 2050, c'était du moment de l'accord de Paris, c'était il y a à peu près il y avait 30 ans devant nous, il y en a de moins en moins à chaque fois. Et donc, dans un délai relativement court, ne plus avoir de voitures telles qu'on en a ici dans le parking, d'être vraiment sur un monde complètement différent. Alors, ce monde complètement différent, c'est pas aujourd'hui un monde qui me paraît très facilement possible. Et cette impossibilité-là est devenue un tout petit peu tabou. C'est d'autant plus que, encore une fois, les gaz sont mélangés. Ça veut dire qu'on doit obtenir cela pour l'ensemble des pays de la planète. Pour l'ensemble des pays de la planète. Alors, tous ces exercices qui sont faits par le GIEC sont des exercices qui supposent que les pays de la planète sont des pays qui sont en paix, qui ont envie de coopérer, et ce n'est pas nécessairement partout exactement le cas. Alors après, les autres solutions, et bien sûr, la seule manière de faire ça, c'est d'avoir un recours aussi massif à des énergies comme le nucléaire, à des choses. Il faut tout utiliser pour être capable d'arriver à un scénario comme celui-ci. On a aussi d'autres scénarios qui ont été proposés, qui essentiellement sont des scénarios basés sur l'idée qu'on peut trouver des manières de capter du carbone. Et cette manière de capter du carbone, ça voudrait dire soit utiliser des techniques qui sont plutôt physiques, qui consistent vraiment à profiter de la photosynthèse pour trouver par exemple des algues, et puis c'est d'en faire un carburant, puis ce carburant, en retirer la part de CO2, cette part de CO2, l'injecter dans les sols. Bon, ce sont des choses qui peuvent se faire à petite échelle, qui sont éventuellement, s'agissant par exemple justement d'algues ou de choses qui se feront dans l'océan, qui peuvent être dangereuses vis-à-vis de la biodiversité, dangereuses vis-à-vis des écosystèmes. Et puis quand on veut mettre cela dans des sols plus profonds et plus stables, on a d'autres problématiques qui sont celles de la disponibilité de ces puits profonds et de la compatibilité avec l'endroit où on produit le CO2. Donc ces solutions sont des solutions qui sont difficiles, très difficiles, pour ne pas dire le contraire. Elles sont aujourd'hui données comme l'objectif même des différents gouvernements, ce qui me paraît bien d'avoir des objectifs qui sont ambitieux, mais par contre, penser que ces objectifs-là sont des objectifs qui sont facilement tenables, c'est autre chose, et je pense qu'on ne peut pas les prendre comme autre chose que des indicateurs de ce qu'il serait juste de faire vis-à-vis des pays les plus vulnérables, qui sont effectivement, par exemple, les pays de la ceinture tropicale, ou des pays qui vont souffrir le plus du réchauffement de la planète dans le futur. Alors, face à cela, je pense qu'il est vraiment important de se poser la question de ce que l'on peut faire à des échelles qui sont plus régionales. Alors, avant, juste un autre diagramme. L'océan est en fait le grand réservoir d'énergie d'origine anthropique, pour plus de 90%, parce qu'il est transparent, parce que la chaleur pénètre dans l'océan, parce qu'il s'y stocke. Et c'est une des manifestations peut-être les plus visibles du caractère un peu irréversible de ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas comment l'océan et quelle durée de vie va pouvoir se refroidir. Alors, la conclusion de cela, pour moi, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qui est souvent vu comme une manière de dire sur un territoire donné, on va faire ce qu'il faut, en gros, pour être capable de parer au plus pressé, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable, nécessaire, mais qui doit être fait dans un état d'esprit qui n'est pas exactement celui-là. C'est-à-dire qu'on doit, aujourd'hui, quand on veut parler d'adaptation, essayer de lier les deux problématiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et puis l'adaptation aux changements qui vont se produire sur un territoire, comme les territoires agricoles ici, ou dans d'autres régions. Et ce qui se passe, c'est que si on fait cet exercice-là, on ne peut pas le faire sans d'autres prises de conscience que des prises de conscience strictement physiques. Pendant des années, la seule appréhension qu'on a eue de ce qui pouvait se passer était une appréhension qui se basait sur, c'était le cas des écoles dans lesquelles j'ai travaillé, qui était une appréhension basée sur des équations, sur ce qui allait se passer en termes de réchauffement. Il y a autre chose, en fait. Une fois qu'on a dépassé ce qui reste facilement possible, on ne peut pas concevoir la suite sans avoir des réflexions qui sont un peu plus larges, des réflexions sociales,
des réflexions de prise de compte des enjeux de biodiversité, tout simplement parce que tout n'est plus possible et que tout appelle aujourd'hui des arbitrages. On ne peut pas faire sur le même territoire de la biodiversité et des agrocarburants et tout ce qu'on pourrait imaginer trouver de solutions par rapport à ces problèmes-là. On va être obligé de faire des choix. Donc, c'est là, je pense, que la notion de territoire joue un rôle qui est un rôle important, et c'est un rôle que c'est porté en Nouvelle-Aquitaine. Hein, j'ai parlé c'était le 3e logo que j'ai montré au début. Hein, donc on est dans un domaine que l'on peut essayer de comprendre de manière un petit peu différente. Alors, ce qu'on appelle les territoires, c'est quelque chose d'un tout petit peu vague, on va trouver ce mot un peu partout. Pour moi, ce sont des lieux où se concentrent des enjeux qui sont très particuliers. D'abord, ce sont des lieux habités par des populations. Et ce sont donc des lieux qui demandent à être protégés par anticipation. Et cette anticipation, elle est liée au fait qu'une partie des choses est irrémédiable. Les 20 prochaines années sont écrites par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà faites. Ce sont aussi des lieux qui sont confrontés à des impératifs qui sont donc contradictoires, et c'est ce que je viens de dire et que je ne vais pas répéter, mais ça couvre tout un ensemble de domaines. D'une certaine manière, le fait de dire, ben, voilà, on a un problème climatique et donc il est impératif de suivre ce que nous dit le problème climatique, ben, non, on a d'autres problèmes qui sont impératifs. Hein. Le problème de la biodiversité, le problème de la paix, le problème des contraintes sociales, tout ça, ce sont des impératifs aussi, qu'on n'est pas capable de mesurer de la même manière qu'on le fait pour des choses qui sont plus facilement quantifiables par des équations, mais tous ces problèmes-là sont des problèmes que l'on doit traiter les uns par rapport aux autres aujourd'hui. Alors, quelques exemples par rapport à ce qu'on a pu faire en Aquitaine pour montrer ce que je veux dire de manière un peu plus précise. Je ne sais pas non plus où j'en suis de mon temps, mais je pense que j'ai encore un petit peu de petite marge. Vous avez ici les conditions anthropiques, c'est-à-dire les forçages qui viennent des activités humaines, qui s'appliquent en termes de changement de température sur la région Aquitaine. Et en fait, ça c'est une courbe qu'on pourrait trouver un petit peu la même sur tout un ensemble de régions d'Europe de l'Ouest. Ce que vous voyez, c'est que par rapport à la référence moyenne, on est aujourd'hui à un réchauffement qui est d'1,5 degré. C'est une chose qu'il faut dire, c'est que quand on parle d'un réchauffement d'1 degré, c'est un réchauffement d'1 degré pour la planète. Les océans se refroidissent, se réchauffent assez lentement. Donc tout ce qui est continental se réchauffe plus vite. Ce qui est dans les régions polaires, et dont je n'ai pas parlé, mais qui est très important aussi par la fonte des glaces, le relèvement du niveau de la mer qui en résulte, c'est quelque chose qui se fait encore à un rythme encore plus rapide. Donc ce que vous voyez ici, c'est que clairement, hein, sur une région comme l'Aquitaine, le réchauffement, il est là. Il n'est pas là tous les ans, mais il est là globalement, et avec un impact qui est fort. Alors, est-ce que ça a un impact sur des régions localement? Oui, ça a un impact. Et cet impact, on peut le voir avec des paramètres un petit peu différents. Ça s'appelle sécheresse agricole, la sécheresse de la partie un petit peu superficielle du sol. Ce sont des sécheresses qui se développent depuis maintenant les années 90 de manière assez importante. Et on a toutes les raisons de penser que c'est lié directement au réchauffement que j'ai montré sur la carte d'avant, qui lui-même est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une augmentation qui est une augmentation qui nous donne des indications sur le fait que, et surtout des capacités d'anticiper. En fait, on peut anticiper ce qui va se produire dans le futur. Alors, l'anticipation, elle est toujours quelque chose de complexe. Et là, je voudrais revenir un peu à cette notion de complexité, parce que si l'on veut agir dans le mode que j'ai dit, c'est-à-dire essayer de mettre en place des stratégies, qui soient des stratégies de protection du territoire dans des régions, quelles qu'elles soient en fait, c'est clair que les régions les plus vulnérables ne sont pas nécessairement les régions des moyennes latitudes. Jusqu'à présent, il y a encore de l'eau dans la Garonne, à la fois à Toulouse et à Bordeaux, et on n'est pas complètement dans l'impossibilité d'agir. Mais néanmoins, on a nous aussi des situations de risque que l'on voit ces temps-ci, par exemple par rapport aux problèmes agricoles que l'on a dans beaucoup de régions de France, et on peut anticiper. Mais cette anticipation doit se faire en comprenant qu'on n'a pas une seule possibilité pour le climat sur les régions de France, par exemple. Vous avez ici
En rouge, c'est quand on a une situation qui devient plus anticyclonique, hein, donc en gros plus chaude si on veut. Et puis en bleu, c'est quand on est face à des situations qui sont plus de dépression, hein, et comme on dit en français, on dit aussi le mot cyclone en anglo-saxon. Donc en fait, vous avez ici des structures typiques qu'on peut retrouver de manière fréquente. Ça veut dire qu'on a, en gros, ici, on a trouvé ça avec des algorithmes, 4 types de climats un peu différents, qui sont les climats de la zone euratlantique. Alors, ces types de climats, vous voyez que bon, ça dépend un petit peu des analyses qu'on fait, mais globalement, c'est quand même un petit peu aléatoire. Vous avez le temps passé dans ce type de climat, le temps passé dans ce type de climat, etc. Vous voyez que d'une année sur l'autre, les choses changent quand même assez fortement. Vous pouvez voir que ça, pour chacun des climats, des changements des changements de température ou de précipitation qui sont assez typés à chaque fois. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, d'une certaine manière, 4 types de climats qu'on peut avoir sur notre région euratlantique. Et ce dont on doit se préserver, c'est de chacune de ces 4 types de climats qui peuvent survenir les uns ou les autres, selon les saisons, de manière un petit peu inattendue. Donc, on est face à un besoin d'anticiper qui est un besoin complexe, et ce besoin complexe, c'est un besoin qu'il faut prendre effectivement en confrontation avec ce qu'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution ne veut pas dire qu'on sait exactement chaque année ce qui va se passer sur les régions, mais qu'on doit essayer de protéger ces régions de manière globale pour des périodes qui sont les périodes qui sont celles du risque. Le risque, c'est ce dont on se protège sans être sûr que ça va se produire. Alors, les problèmes dont je parlais, c'est de dire on va essayer de lier tout ce qui est adaptation au changement climatique et tout ce qui est atténuation. Alors, ça relève de processus qui sont en fait assez facilement possibles, on peut le penser, parce que quand on regarde les grands axes d'action qui peuvent être ceux d'une région comme l'Aquitaine ou l'Occitanie pour agir sur son environnement. Bon, il y a les transports, il y a l'habitat, il y a les filières agricoles. Les énergies renouvelables sont souvent aussi très locales en termes de gestion. On retrouve plus ou moins les grands types d'émissions qui font que les gaz à effet de serre augmentent dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que ces différents types de filières soient les filières sur lesquelles on puisse se baser pour essayer d'avoir des modes de fonctionnement qui soient ceux d'une région qui veulent essayer de jouer son rôle et puis aussi de participer à des efforts internationaux plus larges. Alors, il y a une chose qu'on a fait un travail sur la région Aquitaine qui s'appelle Acclimatera, donc qui a rassemblé près de 400 scientifiques qui ont regardé un peu tous les enjeux qu'on pouvait avoir sur la région Aquitaine, et je ne vais pas faire un exposé complètement consacré à cela, et ça ne touche pas nécessairement toujours les Pyrénées, mais je retiendrai peut-être une ou deux idées du travail qui a été fait dans le cadre d'Acclimatera pour montrer que justement ce passage de l'échelle régionale, c'est un passage qui est difficile, mais c'est un passage qui est vraiment important. Il y a plusieurs choses qui nous ont frappés quand on a fait ce travail en région Aquitaine. Le premier, c'est qu'on a une masse d'informations sur ce qui peut se produire dans le futur dans la région Aquitaine qui est énorme. C'est-à-dire, on a les 400 personnes dont j'ai parlé, c'est 400 scientifiques, généralement des scientifiques seniors, qui ont travaillé sur des domaines qui peuvent être aussi variés que la pêche ou la protection des zones de montagne ou l'estuaire de la Gironde et on peut en citer, on a une vingtaine de chapitres un petit peu qui sont consacrés à ces différents problèmes. Donc ça, c'est une première chose, c'est comment est-ce qu'on parle aux régions de ce qui les intéresse, et finalement on s'est rendu compte qu'en fait le travail de la science est peu utilisé pour toutes les projections qu'on peut faire dans le futur sur un territoire donné.
Alors, donc là on a fait dans Acclimatera énormément de médiation, on peut dire que ce qu'on fait aujourd'hui relève un petit peu de ce type d'exercice aussi. Et cette médiation, c'est toujours assortie d'un travail d'écoute. Je pense qu'une des problématiques majeures dans tout ce passage entre la science et puis l'action locale, telle que j'ai essayé de la définir, c'est quelque chose qui tient un petit peu à l'écoute de ce qu'on veut faire. Et cette écoute, elle est compliquée par autre chose, c'est le fait qu'on est face à un mode, un fonctionnement, quand on est sur une région grande comme la région Aquitaine, qui est un mode qui lui aussi est complexe. Alors on dit souvent que le système climatique est le système le plus compliqué après le corps humain, et qu'après le corps, il y en a plein d'autres en astrophysique, hein, bien sûr. Quand on regarde la complexité d'un système régional, et qu'on se limite à l'eau, et qu'on veut essayer de savoir comment on gère l'eau, l'eau elle vient des montagnes, elle touche d'abord les étiages en été, fortement pour deux raisons. D'abord, la neige a déjà fondu quand on arrive en été, beaucoup plus qu'avant, et puis on est aussi face à une évaporation très forte des sols qui font qu'on a des étages plus forts. La biodiversité est très liée à ce qui peut se passer en termes mais aussi les cultures, l'agriculture. Dans la biodiversité, il y a éventuellement des maladies à vecteurs. Tout ça interagit avec la qualité de l'air dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on a des liens aussi avec tout ce qui est l'estuaire de la Gironde. C'est un estuaire qui est marqué par un bouchon vaseux ici, qui est un bouchon qui est très lié au changement de régime de la Garonne et de la Dordogne. On a des zones littorales qui sont affectées par le relèvement du niveau de la mer, mais qui aussi reconstruisent normalement leur bilan de sable grâce à tout ce qui sort de la zone continentale. On a 2 centrales nucléaires qui sont refroidies par la Garonne. Donc et puis il y a un lien bien sûr avec tout ce qui est ressources halieutiques par ailleurs. Donc on est face à un système qui est complexe et qu'on ne peut pas traiter de manière en silo, c'est-à-dire que je vais m'occuper de la neige dans les montagnes, et puis je vais m'occuper par ailleurs de la biodiversité, je vais m'occuper par ailleurs. Tout ça sont des choses qui viennent ensemble. Alors la région Aquitaine Nouvelle-Aquitaine a mis en place un programme qui s'appelle Neoterra. Alors nous, le programme des scientifiques, ça s'appelle Acclimatera. Neoterra, ça se veut le problème de réponse de la région à ça, et puis un autre programme de scientifiques. L'écobiose qui traite de la biodiversité fondamentalement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour essayer de revenir aussi avec un peu plus de science. On s'aperçoit que toute cette science des systèmes, les systèmes régionaux, elle est finalement assez peu développée. Toute cette interface entre les différents sous-systèmes, elle est peu développée. L'usage des données satellitaires, par exemple, a été très faible par rapport, pour essayer de comprendre jusqu'à présent comment fonctionnaient ces systèmes régionaux. Et je crois très honnêtement qu'en fait on aura besoin de descendre à ces échelles-là pour construire des choses qui soient compatibles à la fois avec une exigence internationale et disons globale, mondiale, et puis face à des exigences qui soient celles qui sont nécessairement plus adaptées de l'échelle locale. Les gens savent mieux ce qui correspond en termes de bénéfices à leur échelle qu'à des échelles qui ont été définies par des grands programmes qui viennent de plus haut. Alors, voilà, moi je vais m'arrêter. Là, il y a quelques mots que j'aime bien citer pour finir quand je fais ce genre d'exposé. Je l'avais déjà fait l'an dernier, je les change toujours un petit peu, je n'aime pas toujours rester sur les mêmes idées. Il y en a que j'ai pas trop changé, les premiers. On a besoin d'un suivi actif de l'environnement régional. C'est quelque chose aujourd'hui qui devient de plus en plus important. On a une récurrence des sécheresses, on a une récurrence de beaucoup de choses qui sont visibles. Et il y a des actions disons, pour essayer de prendre ça en compte par anticipation qui sont assez limitées. Il y a des exemples différents avec des interactions avec des gens dans les ministères. C'est des choses qui sont restées effectivement un petit peu à la remorque de beaucoup des actions qu'on peut faire localement. Ça change plutôt par en bas, mais ça reste quelque chose qui est aujourd'hui très insuffisant, je trouve, par rapport à l'enjeu que ça représente. Donc,
approche de suivi actif et suivi anticipatif. L'écoute, j'en ai parlé, ça va avec l'éducation. Si vous voulez, l'éducation à ces problèmes-là, elle est délicate. Moi, j'ai une expérience à Jussieu, à Sorbonne Université. Il y a 10 ans à peu près, on a essayé de mettre en place un programme de mineurs sur les problèmes climatiques. Il est en place depuis 2 ans maintenant, après beaucoup d'efforts et beaucoup de soutien de la présidence de notre université. Et on arrive aujourd'hui à avoir 35-40 élèves parce que on a des problèmes avec les autres disciplines, c'est très difficile de proposer une éducation au changement climatique aujourd'hui. Et réciproquement, on a aussi une difficulté à écouter un petit peu ce que sont les vrais problèmes localement. Dernier mot, c'est solidarité, parce que je vois que quand on commence à parler de ces problèmes de changement climatique dans une échelle locale, il y a toujours l'idée d'un repli sur soi. Et cette idée de repli sur soi, elle est aujourd'hui assez fortement grandissante dans nos sociétés, pour diverses raisons, dans différentes enceintes. Et il faut faire très attention. Ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait proposer dans ce cadre-là. On a essayé d'organiser, par exemple, des réunions en France. Pour le moment, on aimerait d'aller au-delà de différentes régions qui essaient d'avoir des actions de ce type-là sur Donc il y a une réunion de 3 jours tous les ans qui se met en place petit à petit. Il y a une phrase que j'aime bien, je l'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Yann Nadao, dans une interview, pour ceux qui connaissent Nadao par ici. C'est de dire que, mais ça vient d'ailleurs, j'ai trouvé la racine, mais je ne m'en souviens pas juste aujourd'hui. C'est l'universel, c'est le local sans les barrières. Alors je crois que c'est une des manières quand même de définir ce qu'on veut faire dans le domaine climatique. Je crois qu'on ne s'en sortira pas avec des directives qui viennent uniquement d'étages très hauts dans la décision. On voit que ça fait des années que ça ne fonctionne pas très bien. C'est nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas se moquer des COP, par exemple, où se réunissent les gens tous les ans. On en a besoin. Mais ça ne suffit pas, de toute évidence. C'est très nécessaire, c'est important, ça apporte des choses. Je ne veux surtout pas donner l'impression que le GIEC est indispensable. Mais il y a besoin de plus que cela. Et donc, je pense que les échelles régionales, surtout celles qui sont capables de capter un peu de la complexité qui font les échecs, les complexités qui font les échecs, très souvent, elles sont nécessaires pour la suite. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci.